Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lieutenant syndicat libre-penseur. Je suis à la manifestation de Québec le 15 septembre avec M. Jean-Jacques Crèvecoeur. Salut Jean-Jacques. Bonjour Dan. Ça va bien? Ben, ça va très bien, moi je suis très heureux d'être ici, vraiment. Puis écoute, première question qui me brûle les lèvres. Tes impressions sur la montée du mouvement au Québec, dans le monde, comment tu files ça? Ben, moi, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, je suis vraiment très heureux de vivre au Québec et d'être québécois, puisque bon, je suis né en Belgique, mais maintenant j'ai les deux passeports, mais franchement, je me sens québécois et je suis vraiment heureux d'être québécois. Je suis fier aussi de faire partie de ce mouvement, parce que quand je vois ce qui se passe en France, où les manifestations, pour l'instant en tout cas, ne mobilisent que quelques centaines ou quelques milliers de personnes, je me dis qu'on a vraiment de la chance d'avoir un mouvement comme Appel à la liberté qui a été vraiment capable depuis le début de mobiliser les gens, parce que s'il n'y avait pas eu des gens comme Frédéric Pitre et Joël et tous les autres, mais aussi des gens comme Stéphane Blais avec la Fondation, chacun avec sa couleur, eh bien peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui, tous les lanceurs d'alerte et tous les gens pour faire pression sur le gouvernement. Donc je suis vraiment très heureux d'être là, parce que je pense qu'on est un exemple pour beaucoup de pays qui ont peur encore actuellement. Qu'est-ce qui se passe en France? Les Français dorment au gaz. Pourtant, c'est un peuple qu'on voyait souvent dans la rue, les gilets jaunes, etc. Et ils sont tous hypnotisés. C'est quoi qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est que la France ne s'est pas encore guérie du traumatisme, de la violence des forces de l'ordre à l'égard des gilets jaunes. Au départ, les gilets jaunes étaient un mouvement tout à fait légitime, tout à fait pacifiste, qui a été infiltré par des casseurs, mais des casseurs engagés par le pouvoir français. Et à un moment donné, ça a été le prétexte pour le pouvoir français de commencer à tirer sur les manifestants, et c'est quelque chose qui a fait peur à de plus en plus de personnes en France. Et aujourd'hui, les Français ont peur de descendre dans les rues parce qu'ils ont peur de la violence des forces de l'ordre, tout simplement. Donc les Français ne sont pas plus d'accord avec les mesures qui sont là que les Québécois, sauf que nous, on a des forces de l'ordre qui sont bienveillantes, qui sont pacifiques. En France, c'est vraiment c'est un régime totalitaire, c'est un régime sanguinaire. C'est ça la différence. Paradoxalement, vous avez des médecins qui parlent en France. Oui. On n'a qu'à penser à Dr Raoul, Dr Toussaint, Perronnet, des gens solides. Au Québec, c'est le silence total, à part j'ai eu un invité vendredi passé. C'est le premier, je pense, qui parlait. Oui. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bombe à retardement, la France, ou Mais en fait, il faut quand même savoir que le système au niveau des médecins en Belgique, en France, en Suisse et le système au Canada est totalement différent. C'est-à-dire que les médecins au Québec sont des salariés, entre guillemets, du gouvernement. Ce qui fait qu'ils dépendent directement du gouvernement. Et donc, ils n'ont pas de liberté de prendre la parole. J'ai déjà vu ça au moment de la grippe H1N1. Au moment de la grippe H1N1, les deux pays où les médecins étaient salariés, c'est-à-dire la Suède et le Québec, sont les deux pays qui ont eu le plus de pourcentage de vaccinés contre la grippe H1N1. La Suède avait 60% d'adultes, 60% de la population qui était vaccinée, et il y avait au Québec 58% de la population qui a été vaccinée. Alors qu'en France, les médecins avaient la liberté de dire qu'ils étaient d'accord ou qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ne risquaient pas une perte de revenus à cause de ça. Ils risquaient peut-être des remontrances de la part de l'ordre des médecins, mais c'est tout. Donc c'est ça la grande différence entre la situation en Europe et la situation ici au Québec. Juste prendre 30 secondes, il se passe quelque chose à l'instant. Je crois que c'est le dépôt de M. Mario.
Donc, on a assisté à un moment quasi historique. Est-ce que tu crois la procédure, les procédures juridiques, tu as un espoir ou regarde n'importe quoi, c'est mieux que rien faire? Pour avoir parlé avec beaucoup d'avocats en Belgique, en France, en Suisse et au Québec, je dirais que c'est une pièce de puzzle et c'est important qu'il y ait des démarches qui se fassent sur le plan juridique, mais c'est important qu'il n'y ait pas que ça qui se fasse. Et je pense que la pression de la rue, la pression de la population, la pression des lanceurs d'alerte, la pression de tous les gens qui distribuent des tracts, la pression de tous ceux qui publient des vidéos, etc. Tout ça, ça contribue à, à nous permettre de faire reculer et à faire plier les gens qui essayent de nous faire croire que nous n'avons plus de droits et plus de liberté. Donc, pour moi, c'est un élément parmi d'autres et heureusement que les avocats ne sont pas seuls et que nous sommes là aussi aujourd'hui. Mais c'est important, ce que Mario vient de faire, c'est extrêmement important. Jean-Jacques Crèvecoeur, tu as un nouveau site web, je crois, c'est que les gens qui veulent voir les légendaires vidéos du blogueur numéro 1 au Québec, Jean-Jacques Crèvecoeur, donne-nous donc les indications, Jean-Jacques. Oui, donc comme je me suis fait censurer et supprimer par YouTube, j'ai créé une plateforme de streaming qui pour l'instant accueille juste ma chaîne, mais qui va bientôt accueillir d'autres lanceurs d'alerte et d'autres producteurs de contenu. Donc cette plateforme s'appelle fulllifechannel.com, fulllifechannel.com, parce que j'ai toujours milité professionnellement pour que les gens aient la vie en abondance. Et donc pour moi c'était évident que ma chaîne allait s'appeler fulllifechannel.com. Voilà. C'est toujours un plaisir. Moi j'ai découvert Jean-Jacques Crèvecoeur en fait au début de la pandémie. Et puis c'est un honneur de commencer à te connaître tranquillement et de faire connaissance avec un homme de cœur qui est au combat. Tu vas te battre jusqu'au bout, toi. Hein? Mais donc tu ne m'as pas vu passer en 2009 alors pour la grippe H1N1. Pourtant, à l'époque, j'étais passé sur tous les plateaux de télévision mainstream. Hein. J'étais passé à Radio-Canada, à LCN, à TVA. Là, à l'époque, ils osaient encore inviter des contradicteurs devant les médecins. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on n'est même plus invité, mais je suis très content de faire ta connaissance aussi et d'être avec toi aussi dans ce combat parce qu'ils ne passeront pas, comme disait Gandalf. Et la concentration médiatique, c'est ça le problème dans les sociétés. C'est contrôlé par des milliardaires à peu près partout. Oui, ben c'est ça. Qu'en Europe, les pays francophones, c'est la même chose. En Europe, donc en France, tous les médias sont possédés par 9 milliardaires. Tous les médias, d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par le centre, aussi bien presse écrite, presse radio, presse télévisée, tout est détenu par 9 personnes. En Belgique, c'est 3 personnes, donc c'est vraiment c'est le même problème partout et ces médias sont financés directement ou indirectement par les milliardaires ou par des fondations comme celle de Bill Gates par exemple, qui est vraiment partout. Partout. Ah oui. Est-ce qu'ils ont des intérêts dans le télécom, comme ici au Québec, à peu près tout ce qui est médias, les principaux propriétaires des chaînes de radio sont dans le télécom, ici Vidéotron aussi, tout le monde dans le télécom. Alors on ne les a pas de notre côté. Alors ces milliardaires ne sont pas nécessairement tous dans le télécom, mais par contre ils ont tous des intérêts dans les entreprises pharmaceutiques ou dans les entreprises de l'énergie ou dans l'agroalimentaire. Enfin bon, c'est toujours les points stratégiques et les domaines stratégiques qui peuvent impacter les êtres humains qui sont possédés par ces gens-là. Et bien entendu, ces gens-là n'ont pas intérêt à promouvoir la santé naturelle, l'alimentation biologique, l'énergie non polluante, etc. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit jamais des émissions qui font la promotion de cela ou qui critiquent les approches traditionnelles
dans le domaine agroalimentaire, médical, etc. quoi. Le jour où tout le monde va comprendre que les médias mainstream sont les haut-parleurs des gouverneurs et des milliardaires, ben à ce moment-là, tout le monde va aller. Et de toute façon, les médias sont en perte de vitesse, ils perdent de plus en plus d'argent. Et je dirais que ça, c'est un très bon signe, c'est que malgré les dizaines, les centaines de millions qu'ils possèdent chaque année pour essayer d'embrigader et de faire de la propagande vis-à-vis du public, ben le public se détourne de plus en plus, se désabonne. Et je pense que c'est une des choses qu'on peut faire, c'est pour ceux qui sont encore abonnés aux médias mainstream, c'est se désabonner en masse de tous les médias mainstream et de donner cet argent à des gens comme Alexis Cossette-Trudel et d'autres qui ont besoin de cet argent pour donner une information libre et indépendante. Dan Pilon. Dan Pilon aussi. Bah, mais avant de conclure, un mot sur l'agressivité des journalistes, des chroniqueurs qui nous traitent de dangereux, traitent des gens qui viennent manifester de cages, de traitent, nous qualifient de crétins. Oui. C'est quoi cette game-là d'être aussi mesquin? Est-ce qu'ils veulent vraiment... est-ce qu'ils sont habiles? Est-ce qu'ils veulent nous diviser? Ils veulent faire deux clans dans la population? Est-ce qu'ils vont persister longtemps? Est-ce que ça va laisser des marques? Mais en tout cas, je me rends compte qu'effectivement, les journalistes mainstream n'ont jamais été aussi agressifs, aussi méchants, aussi méprisants que cette fois-ci. Parce qu'en 2009, j'avais eu les honneurs aussi de l'émission Enquête, par exemple, avec Guylaine Lanctot, où on avait été traités tous les deux de secte et où on disait au public qu'on essayait de recruter des gens pour nos sectes en surfant sur la vague de H1N1. Mais ça s'est limité là, ça restait poli, je dirais. Cette fois-ci, on est tombé vraiment dans la grossièreté, on est tombé dans le mépris, et je pense que ce qu'ils essayent vraiment de faire, c'est de diviser la population, comme je dis, pour faire en sorte que nous soyons affaiblis par la partie de population qui embarque dans ce discours, et qui embarque dans ce discours parce que cette partie de la population est dans la peur d'un virus auquel elle croit, à l'existence duquel elle croit. Et donc, je pense que si nous, de notre côté, nous ne tombons pas dans la grossièreté, dans le mépris de ceux qui sont encore endormis, je pense qu'on a des chances de se réunir à un moment donné et de faire en sorte que ce soit eux, les journalistes, qui soient montrés du doigt par l'ensemble de la population. Donc je pense qu'il faut rester unis, il faut vraiment rester poli, respectueux, bienveillant, même vis-à-vis de ceux qui portent des masques, même vis-à-vis de ceux qui ont peur, parce que je comprends qu'ils aient peur s'ils n'ont pas eu la bonne information. Et la peur paralyse le cerveau, malheureusement. Tout à fait. Jean-Jacques, les gens voudraient savoir comment tu écris ton site exactement. De quelle manière est-ce que tu l'écris? C'est Full Life Channel, donc F-U-2-L, et puis L-I-F-E, et puis CHANNEL.com, et tout attaché, fulllifechannel.com. Parfait, merci. Voilà, merci. Jean-Jacques Crèvecoeur, c'était un plaisir. Merci Dan, merci, bonne continuation. Salut à tout le monde. Salut.